Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, mon entretien particulier et la rubrique de Catherine autour des livres. Je voudrais me faire aujourd'hui l'écho d'un article publié par un collectif de 640 écrivains, scénaristes, illustrateurs et dessinateurs dans Le Monde du week-end du 24 et 25 mai. Effectivement, ces auteurs et ces autrices protestent parce qu'ils restent les grands absents du dispositif d'aide à la culture. Alors ils rappellent que leurs textes font vivre des milliers de gens et de territoires et qu'ils sont la première industrie culturelle de France. Par exemple, ils nourrissent l'économie des éditeurs, des imprimeurs, des diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires, bouquinistes, presse littéraire et évidemment les enseignants. Et pourtant, comme ils n'ont pas le statut des intermittents du spectacle et n'ont pas droit au chômage, ils mériteraient d'avoir un dispositif d'aide à leur mesure. Mais hélas, disent-ils, le gouvernement ne prend pas en compte ni les spécificités de leur rémunération, ni la durée de la crise. Effectivement, exonérer les artistes-auteurs de 4 mois de cotisation ne répond en aucun cas à la gravité de la situation. Alors la liste complète des signataires est publiée sur lemonde.fr. Alors pourtant la littérature, elle nous est très précieuse actuellement, et ça c'est plusieurs articles qui nous le rappellent. En particulier peut-être on pourrait citer Christophe Alévèque, le comédien, qui a inauguré une nouvelle revue de presse au Théâtre du Rond-Point à Paris, mais pour des happy few, on peut dire, en particulier pour Sandrine Blanchard du Monde. Et alors il est dérouté par ce qu'il a vécu, vu et entendu, et en fait il transforme ces 2 mois surréalistes en sujets quasi philosophiques, en particulier sur la place de la mort dans nos vies. Il nous rappelle: on ne veut plus voir de cercueils dans la rue. Nous voulons des guerres sans mort, des routes sans accident, des journées sans tabac, la vie sans la cruauté de la vie, une existence sans virus. Nous vivons dans le virtuel. Nous ne sommes plus humains. Alors ce qu'il dit avec humour, sous la colère, c'est aussi ce qui est transcrit dans une grande page de l'écrivain Michael Ferrier, qui parle du roman d'Oe Kanzaburō, qui s'intitule « Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants », un roman japonais paru en 1996, qui relate la vie d'un groupe d'enfants se retrouvant piégés dans un village de montagne japonais en proie à une épidémie. Alors Michael Ferrier est lui-même écrivain, il est né en 1967, il est enseignant de littérature au Japon et il a écrit notamment, par exemple en 2012, Fukushima, récit d'un désastre. Et alors ce roman japonais d'Oe Kanzaburō est très intéressant parce que il s'inscrit dans la lignée d'un genre littéraire qu'ici nous ne connaissons pas, qui s'intitule la littérature lépreuse. Alors cette littérature mettait en scène des épidémies, souvent dans des villages de montagne, mais elle insistait généralement sur les dilemmes psychologiques des malades, sur leur lutte pour la reconnaissance, ou elle orientait la réflexion vers des questions métaphysiques ou philosophiques, sur l'humanité ou la fatalité. Alors rien de tel dans le roman relaté par Michael Ferrier. Au contraire, toute la férocité et de l'épidémie et des villageois est mise en valeur. Effectivement, il dit, la littérature vient prendre le contre-pied des discours lyriques ou lénifiants qui visent à atténuer la catastrophe ou à la repeindre sous des jours flamboyants. Et surtout,
Il dit, en fait, ces discours servent également à empêcher de penser ses conséquences, les changements, les remises en cause que logiquement elles devraient susciter. Alors plus tard, l'auteur Oe Konzaburo le fera, par exemple, après Hiroshima, pour Minamata, pour Fukushima, mais il dit, après le désastre continue. Tous les partisans des grands soirs et des réveils glorieux, du plus jamais ça, du jour d'après, se leurrent en s'enivrant de leur grande tirade. Après le moment de vérité de la catastrophe, de nouveau les mensonges prolifèrent. Après, il n'y a pas d'après. Voilà de quoi réfléchir. Bonjour. Voilà un livre sorti en mars 2020. Un de ceux, donc, dont on dit qu'ils n'ont pas eu leur chance. Mais vous pensez peut-être, comme moi, qu'un livre n'est pas un yaourt, qu'on peut le lire plus tard que le mois de sa sortie. Donc, ce livre, L'ami japonais de Marc Petitjean, édité chez Arléa, n'est pas un roman, mais un document sur Kunihiko Moriguchi. Cet homme, né à Kyoto en 1941, est le fils d'un artisan de yuzen, peinture de kimono. Kunihiko Moriguchi part en France en 1963 pour étudier aux Arts Déco. Il y passe 3 ans. Il rencontre Balthus, passionné de Japon. Il passe du temps avec lui à la Villa Médicis que Malraux a confiée à Balthus. À l'époque, ce prestigieux institut français à Rome était plus ou moins abandonné. Kunihiko Moriguchi pensait rester en Europe et devenir un artiste. Balthus, qui a rencontré son père au Japon et admiré son travail, le convainc de rentrer pour poursuivre ce travail. Et là est l'intérêt de ce livre, nous montrer les visions orientales et occidentales de l'art et de l'artisanat. En rentrant à Kyoto, dans la maison atelier, Moriguchi renonce a priori à la vision occidentale de l'art et se plie à l'apprentissage. L'année où il revient, son père, Kaku Moriguchi, vient de devenir trésor national vivant. Kunihiko Moriguchi le devient lui-même en 2007. Il a consacré tout son temps, dès son retour, à se mettre dans les pas de son père, à pratiquer le yuzen en suivant la tradition. Et en le faisant évoluer avec ses motifs plus contemporains, influencés par l'art optique du XXe siècle. Si ce trésor national vivant réside toujours à Kyoto, dans la même maison atelier traditionnelle, si ces kimonos, qui demandent plus d'1 an d'élaboration, sont portés par des membres de la famille impériale, comme l'étaient ceux de son père, ses œuvres sont visibles dans des galeries et des musées comme le Metropolitan de New York. Il a en 2015 eu une exposition à la Maison de la Culture du Japon de Paris et a par ailleurs créé un décor pour une tasse de la manufacture de Sèvres. Vous pouvez, à travers 2 courtes vidéos sur YouTube, voir la rigueur de son travail. Et dans le livre, L'ami japonais, comparer des œuvres de lui et de son père. Au revoir.
Philibert Doguet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes peintre et sculpteur, et il faut dire qu'on est un peu malheureux parce qu'on a raté votre exposition. Vous exposiez avant le confinement à la galerie Corinne Lemonnier, et ça s'est hélas arrêté juste à la date du confinement. Alors, j'aurais aimé parler avec vous et de votre, votre parcours de peintre, et peut-être aussi comment vous avez vécu le confinement. Alors, par quoi on commence ? On peut commencer par là où je me suis arrêté très rapidement, dû au confinement. Donc voilà, j'avais une exposition chez Corinne Lemonnier. Donc c'était une exposition qui commençait le 29 février, qui allait jusqu'au 31 mars. Et malheureusement, dû au confinement, j'ai pu garder 15 jours. Où j'ai eu la chance d'avoir un peu de monde sur les 15 jours, mais c'est vrai que finir une exposition à mi-chemin, c'est frustrant. C'est toujours un peu frustrant, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont eu la même chose. Donc voilà, on va pas se leurrer, quoi. Donc on va finir l'exposition un peu tôt. Oui, mais je crois qu'en fait, le but de votre travail, c'est pas forcément l'exposition. Je crois quand même que vous êtes un peintre qui, tous les jours, se met à l'ouvrage. Ah oui. La peinture, c'est une envie de vivre, c'est une envie de travailler tous les jours, c'est envie de se surprendre, c'est envie de dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Alors il y a des moments, j'ai de la chance, ça sort à peu près bien, d'autres moments, on perd un peu pied et puis on recommence le lendemain. Mais non, la peinture, c'est vraiment une passion, et la passion, il faut l'exercer tous les jours comme un champion. D'ailleurs, dans votre formation, vous avez commencé je crois, en plein dans le bain, quoi. Alors, moi, j'ai travaillé très très jeune. Oui. J'ai travaillé à 14 ans. J'ai travaillé comme carrossier formeur. Oui. Et sur une tôle plane, il fallait la travailler, la plier. Et donc, c'est peut-être pour ça que le cubisme et le pliage m'a plu. Donc, j'ai fait ce métier-là jusque pour avoir le CAP. Et puis après, j'ai commencé à faire de la peinture et de la sculpture, donc ça m'a beaucoup aidé. Oui. Alors, le salon des artistes ouvriers, je crois. Oui, alors le salon des artistes ouvriers, c'est là où j'ai commencé. Oui. Où j'ai commencé comme plusieurs artistes havrais de cette époque-là. Parce que c'est une époque quand même, c'est dans les années 70. Donc dans les années 70, les premières expositions, c'était en 77 que j'avais exposé pour la première fois au salon des artistes ouvriers, dont j'avais eu un prix. J'ai eu un prix de la ville du Havre et puis un prix du Havre Libre. Oui. Après. Oui. Donc voilà, ça m'a donc boosté. Et puis après, c'est aussi une histoire de belles et de bonnes rencontres. Oui. Qu'on peut faire entre les peintres, les sculpteurs et les journalistes. Oui, c'est ça, les critiques d'art. Les critiques d'art. Oui. Là, il y avait de belles amitiés d'ailleurs. Il y a eu de très très belles amitiés. Et puis c'est une époque où on se rendait visite, où on se voyait, où on passait beaucoup de temps à refaire le monde. Oui. Et alors, vous m'expliquiez, avant de faire cette émission, que finalement, c'était un besoin chez vous de travailler tous les jours, et que si vous ne le faisiez pas, ça vous manquait, et c'était véritablement visible, vous le sentiez tout de suite, quoi. Ah oui. Alors, c'est pour ça que entre une passion et un travail, c'est là où il y a
de berge. Oui. La passion, on y pense tout le temps. Quand on se réveille, on y pense. Quand on se couche, on y pense, car on aurait dû être mieux ou on aurait dû travailler un peu plus. Mais une passion, ça se forge, ça se travaille. On demande à un musicien, à un danseur, à un écrivain de toujours se perfectionner, et un peintre, pour avoir une touche un peu plus juste et un peu plus propre. Il faut en faire tous les jours. On ne peut pas faire ça une fois comme ça, une fois tous les mois, parce que forcément on n'aura jamais la bonne touche ou la bonne expression. Donc je considère ça comme une chance de pouvoir le dire et de pouvoir le faire. Parce que ça, c'est aussi très compliqué. Ah oui, pourquoi ? C'est très compliqué d'être toujours en accord avec soi-même par rapport à ce que l'on fait. Ah oui. Et ça, c'est franchement pas évident. Être toujours en osmose, plus ou moins avec ce que l'on fait. C'est jamais acquis. Oui. Parce que, alors, du coup, vous vous entraînez un peu comme un sportif, on va dire. Voilà. Oui. Et est-ce que quelquefois vous vous décevez ou le résultat, vous déchirez, vous brûlez, vous jetez qu'est-ce qui se passe ? Oui, souvent. Parce qu'il faut être toujours au plus près de soi-même. Il faut, quand on peint, il faut dire, est-ce que j'aimerais, est-ce que je suis contente de ce que j'ai fait ? Est-ce que je suis au plus près de ce que je voulais faire ? Et si malheureusement on ne trouve pas qu'on a été assez près dans notre travail et dans notre recherche, forcément il y a un moment on va voir qu'on se ment à nous-mêmes par rapport à une couleur, par rapport à une main, à une patte. Et donc il y a un moment, si on n'aime pas, même un travail d'une journée ou 2 jours, on remet un coup de blanc et on repasse dessus et on refait autre chose. Parce que c'est pas bon de rester avec des choses à moitié faites ou qui sont pas convaincantes. Si ça m'a pas convaincu, ça ne peut pas convenir aux autres. Ah oui, c'est ça. Si ça me convient pas, je comprends pas pourquoi que les autres aimeraient. Oui. Il faut que la toile vous fasse l'effet que peut-être elle nous ferait si on la voyait exposée. Oui, complètement. Effectivement. Oui. Et alors, si par hasard, donc, il y a une interruption dans votre travail, là aussi, je crois qu'il y a des choses qui se passent. Alors, vous perdez cette main subtile, cette justesse, mais je crois que vous m'avez dit aussi que vous gagnez quelque chose de terrible, qui est la peur. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Non, alors, quand on arrête, mettons, une semaine ou 15 jours, pour X ou Y raison, des vacances, des choses comme ça, on essaye toujours de continuer ce qu'on aime faire. Donc là, évidemment, on a le dessin, donc on dessine. Et après, quand on revient chez nous au bout d'une semaine ou avant ou après, on essaye de retrouver la même patte que ce qu'on avait laissé avant. Car on essaye de retrouver la même justesse, la même touche, le même modelé, la même douceur, les mêmes tonalités qu'on a laissées, car c'est très compliqué de se remettre dans des choses dans des couleurs ou dans des dessins qu'on a laissés à un moment. Donc il faut être toujours, encore, comme je dis, être toujours au plus près de soi. Et ça, c'est jamais évident. La peur, c'est quoi ? C'est la peur de se perdre, la peur de rater, la peur de plus savoir. La peur, la peur de plus savoir peindre, la peur de ne plus être en accord avec soi-même. Il faut toujours être en accord avec soi-même. Si on dit, ça me plaît bien, mais ça me ressemble pas trop, vaut mieux lâcher l'affaire. Il faut que toujours que ça nous ressemble.
comme un beau texte ou comme une musique appuyée. Il faut vraiment que ça nous ressemble au maximum. Alors parlons un peu de cette période de confinement. Alors pour vous qui êtes artiste, confiné, qu'est-ce que vous dites? Eh ben, pour moi, ça n'a pas tellement changé. Le confinement a été pour moi une suite. Oui. Une suite un peu logique. Bon, évidemment, ce qui est toujours un peu décevant, c'est dans le confinement, c'est que quand on nous enlève des choses, oui, c'est toujours une frustration. Même si on ne le fait pas autrement, mais le fait de savoir qu'on nous enlève des choses, le fait de ne pas voir des personnes qu'on aime, bien sûr, ou prendre un verre à une terrasse, ou manger au restaurant, c'est toujours un peu compliqué. Et aussi le fait de ne plus faire, de plus avoir d'avenir. Car le confinement est aussi ça. Ah, oui. On se projette dans un présent et dans un avenir. Oui. Et le confinement fait qu'il y a un mur. Et on nous donnait des informations à la semaine. C'est vrai. Et donc, comment peut-on se projeter dans un avenir quand on a des informations goutte par goutte chaque semaine. Ah oui. C'est très compliqué. Oui, c'est intéressant ça. Oui. Car je pense que les artistes ou les gens en général, il n'y a pas que les artistes, mais on a besoin d'avoir un futur. Si en phase d'une semaine on n'a plus de futur, on a un mur gris, c'est dur pour tout le monde. Ah oui, c'est ça. C'est dur pour tout le monde. Vous en avez quand même créé pendant cette période? Oui, car ce qui fait aussi la création, ça nous permet aussi de voir en plus grand. On peut faire beaucoup d'estampes, des dessins, et après, quand on a fait quelques dessins ou quelques estampes, on dit tiens, je verrais bien ça sur un grand format. Donc on l'imagine, on imagine le format, on imagine la grandeur. Donc on est toujours quand même vers un futur. Oui, voilà. Parce que ce qu'on ne peut pas faire là, je pense que je le ferai d'ici 1 mois, 2 mois. Et puis, le monde repartira, heureusement. Puis, on reverra des choses qui nous plaisent et qui nous font rêver. Oui. Alors, ça vous a quand même apporté quelque chose, ce confinement? Alors, le confinement, je ne peux pas dire. Le confinement, ça m'a pas spécialement... ça m'a apporté une chose. J'ai vu plus ma femme que je la voyais d'habitude. Car elle travaille à l'extérieur, mais autrement non, ça m'a pas ça m'a pas apporté beaucoup plus. Peut-être j'ai travaillé plus. J'ai travaillé plus parce que je me donnais des heures où je pouvais arrêter le soir vers 17h, 18h pour sortir. Mais là, je pouvais peindre jusqu'à 19h30, 20h. Donc, j'ai travaillé beaucoup plus. Et alors, comment est-ce que... Alors, vous m'avez montré là, les toiles que vous avez créées ces temps-ci, et je trouve qu'elles sont très très colorées, elles sont gaies. Alors, c'est vrai que votre patte, elle est plutôt dans la joie. Il me semble, hein. Qu'est-ce que vous dites? On en a tous besoin, oui. Tout à fait. La joie, mais importante. Je trouve que ce monde est suffisamment gris. Si on ne mettait pas un petit peu de couleur, quelle tristesse. Non, moi j'ai besoin de la couleur. Bon, c'est vrai que là j'y suis allé correctement car j'ai voulu travailler beaucoup le vert. Donc ces couleurs vertes que j'ai voulu faire,
ça me faisait penser à des gens comme Rousseau. De la peinture, on voit de la nature, des oiseaux. C'est ça, c'est-à-dire le dehors, l'extérieur. De l'extérieur, de l'air. De l'air, oui. De l'air, et puis de la lumière. Je crois que c'est ce qui nous manquait le plus. Oui. Donc, quand on n'en a pas, on le crée. Oui, quelle chance. Et quelle chance aussi pour le regardeur. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez porter un regard sur votre évolution depuis vos 25 ans jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous constatez? C'est toujours très difficile. C'est toujours très 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 difficile d'avoir un œil sur soi-même. Bon, moi j'ai commencé à faire des grandes toiles sur la boxe. J'ai fait énormément de toiles sur la boxe. J'ai travaillé sur L'Homme qui rit, j'ai travaillé sur Echagu, j'ai travaillé beaucoup par thème, parce que je travaillais par thème. Oui. Et était pour moi une façon d'avancer. Oui. Et une façon de créer des atmosphères. Quand on connaît un peu les écrivains, ou quand on connaît les photographes, ou quand on travailler avec eux, c'est vraiment agréable. Mais non, je pense que j'ai un parcours plutôt assez linéaire. Oui. Et votre œil change quand même, vous avez dit. Mon œil change car je crois que je suis plus coloré qu'avant. Oui. Par contre, j'ose toujours autant qu'avant. Oui. Ce qui me fait plaisir, c'est de m'étonner. Oui. Et dire, alors ça, je pourrais pas le mettre, et je vais le mettre parce que justement, on va peut-être pas me retrouver là. Et ça me fait plutôt plaisir. C'est ça. Et après, présenter des dessins, des peintures, des sculptures, des bas-reliefs, ça, j'ai toujours plus ou moins fait. C'est quelque chose que je connais bien. Et ça me permet de ne pas me fatiguer. Oui. Je ne me fatigue jamais dans ce que je fais parce que j'essaye de faire plusieurs choses à la fois, quoi. Oui, bien sûr. Donc, quand il n'y a pas assez de lumière, je ne peux pas peindre, je fais de la sculpture. Oui. Quand j'ai de la lumière, je fais de la peinture. Oui. La nuit, je fais beaucoup de dessins. Donc voilà, j'arrive toujours à pallier mes envies par rapport au temps et par rapport à mes humeurs. Oui. Ouais. Et ce qui vous reste aussi, c'est donc cette envie quand même de vous surprendre ou de nous surprendre. De me surprendre avant. Ah oui. Non, je suis très personnel. Oui. Oui, vous n'êtes pas endormi dans le fond, dans une sorte de répétition. Oui, c'est très important de se dire qu'est-ce que c'est bien de me faire plaisir pour faire plaisir aux autres, parce que si les gens voient qu'on s'amuse pas dans notre peinture, ils vont vite le voir. Oui. On va dire, disons, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce qu'il a dû s'enquiquiner là. Au moins, quand on regarde une de mes peintures, je pense pas que ça représente le malheur et la tristesse. Non, c'est plutôt la jubilation. Oui, tant mieux. Oui, vous aviez fait une grande exposition à Notre-Dame de Gravenchon. Oui, là, vous aviez exposé plus d'une centaine d'œuvres. Et c'est vrai que c'était un parcours tout à fait joyeux. Oui, avec plein de choses dedans, avec du dessin, de la sculpture, des bas-reliefs, des tableaux. Non, je prends toujours un plaisir à peindre et après à les montrer. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Gilbert. Merci. À bientôt, alors de vous voir et de voir vos œuvres. Merci beaucoup. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.